Bonjour à tous, vous regardez aujourd'hui en Occitanie. Mon invité ce soir aurait dû intégrer l'école Boulle tellement sa passion pour l'architecture le dévorait. Et puis non, une rencontre fatidique en a décidé autrement et heureusement pour nous d'ailleurs, car nous n'aurions jamais rencontré ce flic vomito-gaffeur à 16 heures perdues. Nous n'aurions jamais non plus partagé cet amour si charnel entre JP et Clara Scheller, ni partagé de repas au cœur du célèbre Auguste Armand. Moi ce soir, je ne vous parlerai pas de tous ces personnages qui ont marqué la télévision et le cinéma, mais de l'homme de 54 ans qui profite des doux rayons de soleil zéroltais avec sa famille. Dorénavant, je vous parle aussi du magicien. Cache-toi, petit assistant. Bonjour Frédéric Diffenthal. Bonjour Julie. Bon, elle est trop mignonne cette vidéo. Je crois que votre fils, il est aussi gaffeur qu'Emilien en fait. Gaffeur, je sais pas, c'est un petit zébulon. C'est un énergique. Il est plein de vie, comme la plupart des enfants, vous allez me dire, mais il est très très énergique. Non, mais c'était mignon de voir ça. On était, je crois que c'était vraiment pendant le confinement, ou en tout cas tout près. D'accord. C'était long alors. Hein. C'était totalement improvisé. Hein. Non, je veux rassurer les gens, on n'a pas mis en scène. Ça s'est fait, c'était improvisé, on rigolait et puis sa maman filmait. Vous voyez, comme ça, voilà. C'était une petite impro et ça nous a fait tellement rire. On dit non, quand c'est comme ça, on le fait, voilà, on le partage. C'est des moments de vie aussi, des moments heureux avec les enfants. Je pense qu'on en a tous besoin en ce bas monde. Et on va découvrir tout au long de cette émission, justement, cet amour que vous avez aussi pour cette famille avec qui vous êtes décidé à vous installer, justement, dans le sud de la France, à Palavas, du côté de l'Hérault, pour devenir Antoine Myriel, aussi proviseur de l'Institut Auguste Armand. Dans Ici tout commence, bande annonce. Nous allons procéder au tirage au sort des trinômes en vue des examens de fin d'année. Et à votre avis, c'était quoi la surprise en parlait Pessier? Il a dit que ce serait mémorable. Je vous présente vos meilleurs amis pour les 4 heures à venir. Inédit. Ici tout commence, du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Vous dites vouloir incarner... C'est bien, c'est l'extrait, mais en fait, je suis pas dedans. Alors, c'est en ce moment, mais j'imagine que... Je suis dans l'ITC, je suis pas un fantôme, c'est pas une... Vous jouez vraiment dedans. Et justement, vous dites vouloir incarner ce que vous êtes dans la vie. Jouer avec l'instinct sans vous soucier de ce que vous représentez. Oh bah dites donc. C'est un comique aussi, Frédéric. On est temps perdu, je fais pas exprès souvent. Vous dites vouloir incarner ce que vous êtes dans la vie, jouer avec l'instinct sans vous soucier de ce que vous représentez. Est-ce que ça se passe aussi comme ça dans Ici tout commence avec votre personnage d'Antoine Myriel? Ça se passe avec ce personnage et avec tous les personnages que j'ai amené à rencontrer, et encore plus le temps vous bonifie. Donc avec le temps, je vais chercher toujours cette vérité que je ne connais pas en fait. Donc l'instinct, c'est pas seulement de jouer son instinct, c'est pas de l'impro, c'est-à-dire que c'est se laisser aller, totalement oublier les mots qu'on a à dire. Ils n'ont peu d'importance, comprendre la situation, comprendre le cadre, l'enjeu de ce qui se joue, point barre, se limiter à ça, et après laisser le personnage toujours rentrer en vous et ne pas seulement se laisser guider par ses propres émotions, mais tout doucement quelque chose qui se passe, c'est ses émotions à lui qui se mélangent inévitablement aux vôtres. Mais c'est ça pour moi, l'instinct, ça se passe là en fait, c'est le ventre, c'est surtout pas la tête. La tête, c'est le travail qu'on fait chez soi avec les petites notes, voilà, le cadre, pas qu'on joue, c'est plus c'est comme au sport, à un moment c'est plus la tête, c'est avant qu'elle a parlé l'intellect. Au moment où vous jouez, c'est ce cerveau-là, c'est ça, l'instinct, c'est le ventre. Et justement, on a l'impression, alors peut-être que vous allez me contredire, mais vous êtes le visage de toute une génération aussi. Depuis des années, j'ai l'impression que vous prenez aussi des rôles, des personnages qui vous ressemblent, qui nous sont plus familiers, beaucoup plus qu'il y a 20 ans, 25 ans. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi, de redevenir vous-même à travers l'écran? Alors, je me rends pas vraiment compte de ça.
Après, tout dépend de ce qu'on vous amène. Il y a des rôles où vous êtes plus ou moins dans une composition. C'est sûr qu'Antoine Myriel n'est pas après ce qu'on appelle une composition en soi. Il n'est ni en borgne, vous voyez, avec un handicap mental. Comme vous voyez. Ou alors un personnage complètement, je sais pas, d'époque. Vous voyez, il n'y a pas. Voilà, c'est un personnage contemporain qui a la chance d'être à peu près en bonne santé, à qui il arrive moult choses positives et de temps en temps négatives, comme ça se passe dans le soap, dans ce genre de série. Voilà, il se passe beaucoup de choses. Après, je vous dis de moi, non, parce qu'il y a beaucoup de choses de Myriel qu'il n'a pas de moi, déjà, que je ne lui donne pas. Et il y a beaucoup de choses que lui me donne, mais que je n'ai pas de lui non plus. Et qualité et défaut, semblait, il y a un moment, c'est pas... Non, c'est lui, moi, c'est moi. Et c'est bien de faire la frontière aussi. Vous voyez, il y a des points communs, mais il y en a qui ne sont pas là du tout. Après, par rapport à l'évolution, c'est aussi des périodes de vie. Je pense que la maturité vous amène à de moins en moins vous cacher derrière quelque chose, justement, derrière un personnage, vous amène de moins en moins à devenir vrai. Alors, non pas, vous ne trichez pas jeune, mais je pense que très jeune, on joue vraiment sur cet instinct, cette spontanéité qu'elle a. Il y a un moment où on peut être beaucoup dans la maîtrise. Il y a un moment dans votre vie, dans votre métier, mais ça, c'est souvent dans beaucoup de métiers. Et cette chose-là, il y a des personnes qui s'en détachent plus ou moins vite. Il y en a où, déjà, jeune dans une carrière qui s'est entamée, où ils peuvent devenir célèbres, des prix, tout ce que vous voulez, mais vont tout de suite quand même se débarrasser de ça. Moi, je sais que j'ai eu un temps pour me débarrasser de certaines choses et réapprivoiser mon métier, retrouver un relâchement, mais avec toute une expérience que j'avais plus jeune. Et j'ai retrouvé un épanouissement, moi, vraiment, on va dire qu'après la quarantaine, 45, j'ai eu quelque chose qui s'est... 45, quelque chose qui s'est libéré. Je pense que finalement, le plus compliqué, ça aurait été sûrement entre mes 30, 40. Pendant la période taxi, pour le coup. Oui, enfin, il y avait Taxi, mais il y a eu beaucoup de choses. Bien sûr. Le Taxi, il y en avait déjà deux de tournées, donc parmi ceux-là, il y avait, entre-temps, il y avait encore... C'est une période difficile, il y avait 30 films qui allaient se faire encore. 30-40, c'est une période aussi de remise en question. Où je me cherchais. Et donc là-dedans, il y a plein de choses intéressantes. Et il y a des choses où... On va continuer. Bon, certaines personnes peuvent le percevoir, peut-être, qui vous connaissent, ou moi, je le perçois, mais voilà. Et bien justement, c'est tout l'enjeu de cette émission, puisqu'on va apprendre à vous connaître, vous, Frédéric. Vous êtes né à Saint-Mandé, en région parisienne, le 26 juillet 1968. Vous vivez à Paris, votre enfance. Deux choses aussi bercent vos souvenirs, j'imagine, avec votre grande sœur, le mouvement, la baroude, la vie dans le Gers, et puis la musique. La musique, oui. C'est une chose importante dans ma vie, je ne peux pas vivre sans. Tout style de musique que j'ai bercé tout jeune, on m'a bercé avec la Motown, la pop, beaucoup de pop anglaise. On est dans les années 70 à cette époque, donc. La funk, du rock aussi. J'ai été quelques personnes autour de moi ou dans la famille, il y avait 2-3 personnes dans des amis qui aimaient ça, et de tout style. Donc j'ai eu une approche musicale, et comme on sentait que j'aimais ça, on est même faire écouter des choses, on est même ramener le 45 tours. Donc je vous dis, ça allait vraiment de la variété aux morceaux de rap, aux morceaux, voilà, et moult choses. Et je commençais à, voilà, j'ai eu cette chance-là, et ça m'a... Voilà, mon oreille a été éduquée, j'ai aimé ça et ça s'est prolongé. Après, je joue, j'aime bien faire des percus, je suis un musicien dans l'âme, ça c'est le cas de le dire. Maintenant, ce que je fais réellement, non, je suis plus un mélomane qu'un musicien. Je travaille pas assez pour ça, mais entouré de musiciens. Et puis j'ai même eu à un moment un studio de musique aussi, avec surtout un de mes amis qui est lui musicien et professionnel et a toujours d'ailleurs ce studio qui est à lui. Mais vous voyez, j'ai toujours eu besoin de ça. Donc, vous avez besoin, les acteurs peuvent être aussi vous pouvez être très frustrés de plein de choses. C'est à la fois quelque chose d'épanouissant parce que vous faites ce que vous aimez quand vous êtes passionné, et à la fois, c'est plein de frustration aussi. Vous faites des morceaux de vie, des petits Alors bouts. On vous monte dans tous les sens pour que l'histoire soit faite. Et je pense que vous avez besoin aussi quand même, c'est important de se nourrir
de beaucoup de choses à côté, d'autres passions. Avant de parler de l'acteur, on parle de l'apprenti que vous deviendrez aussi après votre passage à l'école, que vous avez beaucoup aimé, mais vous avez été... vous dites avoir été malmené, vous décrochez, et votre date marquante de vie, on est en 1983, c'est votre passage à la vie adulte, à cette vie d'apprenti. Oui, d'une certaine façon, l'école m'a rejeté. C'est pas moi qui ai rejeté l'école. J'étais dans un cadre, on en parle beaucoup en ce moment, mais bon, ça a commencé très tôt. Alors c'est vrai que moi, quand je lis l'actualité et tout, je suis sensible à certaines choses parce que j'ai eu un moment dans mon adolescence où je me suis retrouvé dans un endroit, dans une zone où effectivement tout se mélangeait, dans une banlieue où il y avait des coins qui étaient à peu près tranquilles et d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Mais tout le monde se retrouvait au même collège, au même lycée, et c'était chaud. C'était chaud. Vous parlez de harcèlement ? Tout, le harcèlement, c'est tout. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste qu'aujourd'hui, ça y est, les réseaux sociaux ont tellement témoigné de choses depuis ces dernières années. Que ni l'éducation nationale est obligée de l'admettre et tout, mais ça fait longtemps que ça dure. Après, rien de nouveau, je pense qu'on a déjà certainement harcelé il y a même 50 ans, 80 ans, mais on va dire que on n'était pas dans les mêmes problématiques et au milieu des années 70, il y a beaucoup de choses qui rentraient en ligne de compte. On ne va pas rentrer dans les détails. Il fallait travailler tout de suite. Et moi, voilà, et ça devenait vraiment problématique parce que pour me défendre, finalement, soit je donner un bouc émissaire, soit j'arrivais à être transparent, ce qui est difficile pour moi parce que je suis un peu aussi, je peux être grogneul et je me suis jamais laissé faire, et puis j'aime pas l'injustice, donc dès qu'il y avait quelqu'un ou quelqu'une qui avait un pépin, j'étais le premier là, je cherche pas à savoir plus grand, plus machin, j'y vais, puis après, mais bon, tant pis, j'y suis allé. Alors justement, mais voilà, et donc juste pour terminer ça, je me suis retrouvé en situation de danger presque, je me suis mis en danger, donc à un moment, il n'y avait pas 36 000 endroits où aller. Une fois que vous en avez fait 1, 2, 3 de collège et puis que vous n'allez pas, on n'avait pas les moyens de me mettre dans une école privée, j'allais pas aller en pension, j'allais pas, voilà. Donc j'ai préféré tout arrêter, être aiguillé vers les apprentissages. Apprentissage, vous rejoindrez donc du coup une école hôtelière. Alors c'était d'abord avant de rejoindre une école hôtelière, je fais un pré-apprentissage à 16 ans. C'est à 16 ans que vous avez le droit d'être apprenti. Oui, vous n'avez pas le droit à 15 ans. Moi, j'ai pas encore 15 ans à ce moment-là. On est à mois d'avril 83. J'ai encore 14 ans. Et donc je me prépare. Je fais une espèce de stage et tout ça pour me préparer à être l'année de mes 15 ans pré-apprenti. Et c'était surtout, j'avais la rage contre les adultes en fait, pour plein de raisons. Donc j'ai voulu me confronter à eux. Les premières semaines ont été dures. À cet âge-là, c'est un choc. Ouais. On quitte sa petite chambre, on quitte certaines révoltes, ses rébellions, et on dit ouais, je vais y aller, vous allez voir. Et puis là. Mais bon, c'était l'école de la vie. C'est l'instinct de survie qui me menait là, et j'allais y apprendre finalement les plus belles choses. Et oui, l'instinct de survie, parce que ça allait me sauver de plein de choses, et donc commencer à pouvoir me réaliser. Donc effectivement, les premières semaines ont été dures. J'intègre une pâtisserie à Vincennes, lever à 4h30, 5h, prendre le premier RER. Et voilà, être sur place pas plus tard que... Oui, c'était 5h30, 6h du matin. J'ai un peu pleuré les premières semaines. Ça pique un peu, mais ça forge. Je croyais que j'allais être bien payé, et puis on n'est pas obligé de vous payer quand vous êtes pré-apprenti. Ouais. Le patron, le formateur vous donne ce qu'il veut, en fait. Et je me souviens, j'avais eu un petit billet, c'était en francs, bien sûr, à l'époque. Je me souviens, au bout de 3 semaines, j'avais bossé comme un dingue, et je lui en voulais, et en même temps... Je suis resté, je sais que ce monsieur, c'était la pâtisserie Doucet à Vincennes. Et ce monsieur m'a transmis beaucoup de choses parce qu'il était plein d'amour. Et là, j'ai compris aussi la transmission. Et j'avais besoin de ça parce que là où j'étais, en tout cas, j'étais pas dans les bons endroits. À l'école, je les ai eus, j'ai eu des bonnes... Il y a eu, mais j'en ai fait moult des écoles. Mais en tout cas, il y a eu 2-3 années qui ont été vraiment compliquées. Et là, je retrouve quand même de la bienveillance malgré tout. Alors j'avais cette rage, j'ai dit mais on se moque de nous, on veut profiter et tout, mais non, je sentais quand même qu'il y avait de la bienveillance. Et cette bienveillance, c'est ce que je suis allé chercher, ces guides, je suis allé les chercher tout au long de différents apprentissages.
Et ce qui m'a amené aussi finalement au métier que je fais aujourd'hui, à cette passion, parce que c'est la passion qui m'a guidé, la passion des autres qui m'a guidé vers ma propre passion. Parce que vous travaillerez ensuite dans la coiffure, juste parce que c'est bien payé, mais ça permettra de financer les quelques cours de théâtre que vous voulez prendre à cette Il y a eu derrière, après apprentissage, époque-là. après je deviens apprenti, j'intègre une école, l'école des métiers de la table à Levallois pendant une année, cuisine. Je me fais des nouveaux copains, parmi ces copains, un qui est toujours restaurateur aujourd'hui, mais dont les parents étaient architectes et décorateurs, et d'aller voir pourquoi. Donc on est restés potes. Entre-temps, l'hôtellerie, c'est pas mon truc. Je bifurque un été, je cherche l'été d'après ma première année, donc c'est 17 ans. J'ai le fils d'amis de mes parents qui était coiffeur, dit viens faire des shampoings au centre de coiffure, tu vas voir, fait plein de pourboires, c'est fun. Effectivement. C'est ce que vous faites. Mais j'étais payé au pourboire, je fais un été comme ça, mais je dis mais c'est bien, on se fait plein de... J'avais pas 17 ans encore. Et puis je décide de passer un CAP de coiffure que je passe très très vite en candidat libre. Tout ça se passe en 18 mois, et au même moment, dans la même période, au bout de 18 mois, j'ai toujours mon pote là, de l'école hôtelière qui lui a continué, ses parents archi, je vais de temps en temps chez lui, je me prends une... Je passe toujours dans le cabinet de curiosité de son papa, là, l'atelier où il travaillait chez lui, parce qu'il y avait bien sûr un gros cabinet d'archi dans Paris, mais il y avait ce petit bureau. J'étais intrigué par les croquis, par toutes ces choses-là, et 2-3 fois je posais des questions, et j'ai senti qu'il y avait j'avais un rapport de toute façon déjà tout petit. Moi j'adore les choses de ça, construire. J'étais à ce côté, et à un moment je pose la question, je dis mais comment fait-on pour être architecte quand on n'a pas fait d'études? On peut aussi passer un CAP d'ébéniste. Voilà. Et là, je décide je me mets en tête pour pouvoir rentrer à l'école Boulle. Et dans la même période où je prépare tout ça, je cherche l'endroit où je vais être apprenti. Et là, je retrouve un copain que j'ai perdu de vue. La vie. Dans Paris, il faut savoir, à l'époque, on n'a pas nos téléphones portables, il n'y a pas les réseaux sociaux. Bien sûr, là, on est en plein milieu des années 80, 80. Moi, je sors beaucoup, déjà très jeune, je suis émancipé. À 16 ans, je suis émancipé, moi. Je sors, je vais en boîte, je vais dans les endroits où il faut être, puis je cherche ça, venant de ma petite banlieue et tout. Quand je suis à Paris, je suis logé nourri parce que ma grand-mère a un petit appartement dans le 13e arrondissement. J'y suis super bien, mais moi je vais tout de suite, je navigue petit à petit vers les endroits où il faut être, aller au Palace, aller à l'époque une boîte qui s'appelait La Piscine, Polybain-Douche, tout ça. Voilà, j'étais ces petits gamins qui essaient de s'infiltrer. Je me faisais plein de relations. Qui passaient les leaders. Donc on se croisait tous, on se perdait de vue parce que d'un arrondissement à l'autre et même d'une rue à l'autre à Paris, c'est comme ça. C'est une capitale qui brasse, qui brasse. C'est un grand village. Et je retrouve cet ami que j'avais perdu de vue, mais depuis ces 6 derniers mois. Ah, machin, qu'est-ce que tu fais et tout, on se donne des nouvelles, là, maintenant je fais ça, et toi, je me suis inscrit à des cours de théâtre, super. Puis en fait, je dis, et tu revois toujours Machine? Je parle de 2-3 copines que j'avais vues avec lui 6 mois, mais que j'avais pas revues. Dont une, donc j'avais eu un petit crush comme ça. Et puis, il me dit, ouais, on va aller voir si tu veux après. Donc du coup, je l'ai accompagné au cours de théâtre. Et là, c'est la Je l'ai révélation. accompagné au cours de théâtre pour après aller voir les copines. Oui, c'était ça le but à la base. Mais souvent, ceux qui deviennent des grands acteurs ne le sont pas devenus par passion et par vocation à la base. Si, il y a une passion quand même à la base. Je vous dis, c'est la passion c'est la passion des autres qui m'a mené à ma propre passion. Je suis passionné avant tout des autres, je cherche quelque chose, c'est transmission. Et on se rend compte à un moment qu'il y a toujours, c'est un effet domino, il y a toujours quelque chose qui fait écho. Donc j'assiste à ces cours de théâtre. Après, on sort. Mais moi, ça me reste, les cours de théâtre. Et surtout, aux cours de théâtre, il y a des signes, des choses dans la vie. Je suis derrière, je me mets au fond, je suis un petit mec timide. Et là, vous allez donner ce que vous avez dans le ventre. Claude Viriot, qui sera à la rencontre. Après, c'est son fils Dominique. Déterminante. J'ai pris toutes mes années de cours, mais j'ai fait ma première année avec Claude Viriot, qui était cet illustre monsieur qui a fondé ces cours de théâtre, qui était avec, je crois, les cours Simon, les premiers cours privés de théâtre en France. Et d'avant-guerre ou juste après-guerre, mais vraiment, c'est dans les années... oui, c'est avant les années 50. Donc, voilà, la création, pas moi. Et à la fin de ce cours, il vient me voir.
Il me dit, jeune homme, ça va, alors vous voulez faire du théâtre? Non, j'accompagne mon copain Rodolphe. Là, un touriste. Il me regarde dans les yeux, comme ça, il me fixe, il me tend la main, puis il me quitte pas des yeux, quoi. Il me regarde comme ça. Il y avait sa femme, je rassure tout le monde, n'était pas loin. Et vous êtes le bienvenu ici. Point barre. On s'en va. Et ça m'est resté, mais pendant plusieurs semaines. Il a vu votre gueule. Je n'en sais rien de ce qu'il a vu. Non, il est venu me voir, il y a eu cette chose-là. Voilà. Et ça m'est resté, ces cours de théâtre. Ça m'est resté et j'ai mis 3 semaines avant de me décider. Et puis je préparais toujours mon truc de décidément. Les coups de boule. Décidément. Voilà, c'était cette éventuelle destinée dans l'architecture. Bon, vous ne deviendrez pas. Et 3 semaines après, en fait, j'ai tenté une première fois d'y aller. J'ai fait demi-tour. Et puis, et la deuxième fois, je me suis fait coincer par. Pourtant, il y avait en plus, je vais pas au même cours que mon pote. Lui prenait, je prends les cours du soir, je me dis non, je vais voir l'après-midi ou c'est le contraire, je sais plus. Bon, bref. Et je me fais coincer par d'autres apprentis acteurs qui étaient là, qui arrivaient un peu en retard. Ah, mais toi, t'es pas le pote de machin, tu es venu. Et puis je me suis. Voilà. Et puis là, voilà, ça y est, on bâtit une carrière d'acteur, celle qu'on connaît aujourd'hui. L'appétit est venu en mangeant, et jusqu'au jour. Ça a mis quelques mois, voire un an, où j'ai quitté, bien sûr, j'ai arrêté dans les mois qui ont suivi parce que je continuais quand même, fallait que je reste sans rien faire. Mon apprentissage de coiffeur, j'ai passé mon CAP en candidat libre parce que ça faisait bien pour la famille, tout ça. Je dis voilà, j'ai un diplôme, même pour moi. J'ai un diplôme. Non, en fait, c'était un diplôme, c'est idiot, mais c'est-à-dire c'était une façon de stopper ce cursus d'apprenti scolaire et tout, d'arrêter avec quelque chose. Donc le fait d'avoir un CAP, c'était clos, fait, fini, on passe, chapitre écrit, on passe, oui. Et c'était après, je serais acteur et rien d'autre. L'appétit vient en mangeant, vous le disiez. Vous êtes un bon vivant, on le voit sur ces photos. Moi, je veux connaître aussi l'homme qui est en vous. On vous voit au bord de la mer à manger un bon plateau d'huîtres. On vous voit aussi en photo en famille, partager des moments d'intimité aussi. On vous voit au ski. Dites-moi, décrivez-moi ces photos. Quelle est cette relation que vous avez aujourd'hui avec votre famille qui est magnifique ? La plus belle des relations, mais pour moi, la famille a toujours été primordiale et importante. On vous voit avec votre maman déjà aussi à un moment tout jeune, moi, il y avait de l'amour dans la famille, mais elle a été mouvementée. On est peu. J'ai été élevé avec ma famille maternelle. Et puis une famille qui était assez soudée, puis qui s'est quand même, dans le temps, qui est toujours restée soudée, mais bon, chacun est parti vers des destinations différentes. Voilà, et je pense que cette chose-là m'a marqué, en fait, l'éloignement. Il y a eu un manque, puis moi j'ai quitté le cocon familial, je vous dis, à 14 ans, je l'avais, ça s'est fait en un an, mais vous n'avez jamais à 15 ans, c'était... Mais j'ai dû refabriquer ces choses-là. Alors, je l'ai fabriqué avec des amis aussi, des bandes d'amis, des choses. Et puis après, inévitablement, dans votre vie d'homme, il y a les rencontres premières, il y a l'amour qui rentre en jeu. Donc, je vais passer toutes les étapes. Mais voilà, il y a un premier enfant qui arrive. Évidemment, un premier enfant, c'est un bouleversement, inévitablement. Quand je parlais des doutes tout à l'heure, entre tel âge et tel âge, je pense que l'arrivée d'un enfant, c'est quelque chose qui résonne en vous avant, même au moment où vous ne le préméditez pas, forcément, vous en avez même, un an avant, vous ne posiez même pas la... Ça vous tombe dessus. La question, c'est pas que ça vous tombe dessus. Avec sa maman, on était des jeunes mariés, même si on se connaissait depuis longtemps, mais c'est vrai que c'était pas... Acquis. On parlait pas spécialement de ça, voilà. Et on a eu la chance que ça arrive très vite. Il y a des enfants qui sont compliqués à faire quelquefois. Et ça aussi, je sais ce que c'est. Donc, c'est pas parce qu'on en a un tout de suite la première fois qu'on en a un aussi facilement la deuxième. Mais en tout cas, voilà, ça a été à la fois la plus belle des choses et un bouleversement.
et je ne sais pas si j'étais prêt encore. L'amour a toujours été là. J'aime mes enfants et mon fils. Gabriel, mon fils aîné, c'est la prunelle de mes yeux, mes 3 enfants. J'ai une belle fille que j'élève depuis qu'elle a 4 ans. Elle a son papa. Et on la voit d'ailleurs sur vos réseaux sociaux en train de faire l'actrice. Voilà, moi, je ne me considère pas comme un deuxième papa. Je parle maintenant au nom des familles recomposées. Bien sûr. Qui sont belles parce qu'on y apprend soi-même. C'est un beau schéma aujourd'hui. On y apprend en tant que beau-père ou belle-mère. On y apprend des choses. Les enfants y apprennent des choses. Ils acceptent aussi des choses qui n'est pas évident, ce qu'on leur impose. Nos vies d'adultes à ces enfants tout jeunes quand on se sépare et quand on reconstruit. Mais voilà, tous ces enfants. Et j'étais pas toujours prêt. J'ai toujours été là, attention, mais quand je dis prêt, pas toujours disponible. Non pas que je le sois encore aujourd'hui à 100%, disponible, ça serait être trop je m'auto-flatterais, je sais pas si ça se dit, mais j'ai compris je ne suis pas toujours quelqu'un de 100% à 100% disponible, mais je suis quelqu'un d'entier. Et l'amour a toujours, voilà, j'ai toujours été là, en tout cas présent pour tout. Mais quand je dis pas prêt, c'est-à-dire que au moment où j'ai les choses, des bouleversements, vous avez des envies, vous changez, vous vous mariez, voilà, il y a plein de choses qui se refont. Et au moment où les choses se refont, j'étais sûrement plus prêt à d'autres choses et plus j'avais retrouvé aussi je retrouvais un équilibre, cet équilibre que je cherchais. C'est avec, je vous dis ça, c'est aussi l'âge, l'expérience, plein de choses. Et oui, aujourd'hui cette famille, je l'aime, je peux pas vivre sans. C'est celle qui vous fait grandir, celle qui vous protège. Parce que si vous la protégez vous, c'est qu'elle vous en avez la capacité et les épaules, c'est qu'elle vous protège elle aussi. C'est qu'un échange. Et après, comme toutes les familles, il y a des... Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bouleversements. Comme dirait Candy, mais c'est d'une autre génération. Je pense que là, les plus jeunes, Candy, ça va trop. On comprendra ça. En tout cas, tout ça... Vous dites que c'est vrai que des images qu'on passe de petit, on pourrait se dire, tu sais, la vie toute lisse, toute oui, elle est lisse, tout va bien. Et en fait, non. Diffenthal. Non, en fait, quand je renvoie, j'ai pas envie d'envoyer. J'ai envie, vous voyez, même les réseaux sociaux, j'ai appris à vivre avec. Oui, mais vous partagez peu. Ce que j'envoie. Dans le privé, je parle de beaucoup de choses, j'aborde beaucoup de choses, voilà. Il y a beaucoup de choses que j'aborde. Vous êtes beaucoup livré ce soir. Je suis quelqu'un aussi d'assez engagé, de grande gueule, très à l'écoute, mais qui revendique. Maintenant, publiquement, oui, d'autres le font très bien, j'ai besoin de cette image positive. J'ai un besoin de renvoyer ça. Merci infiniment. En tout cas, un besoin, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est quand même, tout est lourd à porter. Donc, il y a suffisamment de choses lourdes à porter, à transmettre, et d'autres sont là pour le faire. Je pense qu'on peut aussi transmettre des images spontanées de moments de vie et de bonheur pour apporter un petit soleil dans la vie des gens. Je pense que ça... C'était une belle conclusion. On apporte le petit soleil dans la vie des gens. Merci infiniment, Frédéric Diffenthal, d'avoir été mon invité pour Aujourd'hui en Occitanie, que vous retrouvez aussi sur vieoccitanie.tv. Et moi qui vous remercie, Julie. À bientôt. Et restez curieux surtout. À tous les Occitaniens, les Occitaniennes. Non, on n'a pas de nom. Non, on n'a pas de nom. Bonne journée et bonnes vacances.